Dans l'affaire Mengele, le verdict médico-légal a été rendu hier à Sao Paulo, ce qui semble mettre un point final à la question, ou en tout cas au suspense. Mais lundi dernier, quelques jours avant que les experts ne décident que le cadavre d'Embu est bel et bien celui du Todesengel, de l'ange de la mort d'Auschwitz, Impact rencontrait à Manhattan celui qui a été le chasseur inlassable de Mengele et de tous les criminels de guerre nazis depuis 40 ans, Simon Wiesenthal. Il a eu des choses très dures à dire, notamment sur le réseau qui a protégé le monstre d'Auschwitz et sur ce qu'il considère la passivité inacceptable du Canada, pays où il refuse de mettre les pieds, car, dit-il, nous sommes un des principaux refuges au monde des criminels de guerre. Voici M. Wiesenthal. Herr Wiesenthal, wir sprechen jetzt am 17. Juni. Monsieur Wiesenthal, nous nous entretenons le 17 juin. Pensez-vous aujourd'hui que le corps exhumé à Sao Paulo est bien celui de Mengele? Il semble que nous aurons une réponse précise d'ici une semaine. Il y a là-bas actuellement 8 experts, dont 3 médecins américains spécialistes, que notre centre a envoyés, 2 autres de la République fédérale d'Allemagne et, je crois aussi, 3 Brésiliens. Ces gens vont fournir une réponse définitive. N'importe quelle déclaration faite par un non-spécialiste serait une spéculation. Néanmoins, je suis persuadé que l'homme qui a vécu avec cette famille Bussert est bel et bien Mengele. S'il s'agit réellement de Mengele, peut-on présumer que la justice ne se fera pas comme vous le souhaitiez ou comme l'auraient souhaité ses victimes? Non, la justice ne pourra suivre le cours qu'elle aurait dû suivre. Après tant d'années et compte tenu du nombre de ses victimes, j'ai toujours su que la peine qu'on infligerait à Mengele ne pourrait être que symbolique, car comment peut-on punir quelqu'un pour 400 000 victimes et pour des expériences inhumaines pratiquées sur des centaines de personnes? Mais 40 ans après la guerre, alors que plus de la moitié de la population du globe est constituée de gens nés après la guerre ou de gens qui furent de très jeunes enfants pendant la guerre, et qui n'ont donc pas eu une expérience directe du régime national-socialiste, les déclarations de Mengele devant un tribunal constitueraient un fait historique et auraient un impact éducatif qui serait plus important que l'impact juridique. Étant médecin lui-même, il savait très bien que tous les autres médecins qui se sont trouvés ainsi accusés se sont rapidement organisés pour que leurs collègues leur fournissent une attestation de non-responsabilité. Ceci aurait pu arriver à Mengele. Mais pour les 150 personnes qui vivent encore et qui ont survécu à ces expériences, et dont certaines sont toujours hospitalisées, c'eût été une grande satisfaction s'ils avaient pu lui lancer au visage ce qu'il leur a fait. Wenn Sie diesen Mann, der für diese Verbrechen verantwortlich ist, vor Gericht sehen werden und wenn Sie ihm ins Gesicht schleudern können, was zu ihnen getan hat. Cela n'arrivera probablement jamais. On a bien l'impression que cela n'arrivera jamais, car plusieurs facteurs appuient l'hypothèse que ce corps est bien celui de Mengele, mais personne ne peut en être tout à fait sûr. Je viens de lire ce matin une nouvelle liste de 10 criminels de guerre. Avec tristesse, vous avez déjà dit que quand ces gens meurent, la solution biologique remplace la justice. N'est-ce pas ce qui va arriver? Schauen Sie, tous ces criminels sont des gagnants de la guerre froide. De 1948 à 1960, rien ne s'est passé. Comme disent les Américains, la chasse était fermée pour les meurtriers. La défense de l'Europe était prioritaire. J'étais à Nurembourg. Les autorités américaines m'ont dit: qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu vis dans la Lune?
Nous avons préparé notre documentation. Nous l'avons envoyée en Amérique, mais nous ne sommes pas très nombreux. Quand l'oncle Joe, c'est-à-dire Staline, a donné l'ordre d'occuper l'Europe de l'Est, j'étais en Sibérie. L'Europe ne peut se défendre sans l'Allemagne. Peut-on mettre des généraux allemands en prison? Peut-on se passer d'une armée allemande? Mais les Israéliens ont pourtant enlevé Eichmann. S'agit-il d'un cas unique qui ne peut pas se répéter? Israël a toujours dit que c'était un cas unique. Bien sûr, Israël est intéressé à voir comparaître les autres devant les tribunaux, mais Israël a eu beaucoup de désagréments diplomatiques à cause du cas Eichmann. Cet État, qui est entouré d'ennemis, a besoin de tous ses amis dans le monde. Et tous les pays sud-américains qui sont membres de l'ONU votent pour Israël. Il est donc possible qu'avec un deuxième cas Eichmann, la situation changerait et cela, Israël ne peut pas se le permettre. Bien sûr, c'est là mon opinion, car je n'ai pas le droit de parler au nom de l'État d'Israël, mais tout indique qu'il en est ainsi. Peut-on croire que l'Occident a toujours la volonté de trouver ces gens-là? La liste que j'ai lue donne même des adresses. Pourquoi ne pas procéder? Oui, mais la liste ne donne pas l'adresse de tout le monde. Et d'ailleurs, qui défend ces gens-là? Ce sont leurs amis allemands à l'étranger, en Amérique du Sud par exemple. Aussi les dictatures de droite. Et il ne faut pas oublier un autre facteur, l'absence de frontières véritables entre les États sud-américains. Bien sûr, il existe des sortes de checkpoints, et beaucoup de ces gens, quand ils cherchent un endroit pour habiter, choisissent un lieu près d'une frontière. Ça veut dire que dans une demi-heure, ils peuvent se trouver dans un autre pays. Et il y a encore deux autres facteurs qui jouent. Le droit à l'asile est sacré en Amérique du Sud à cause des nombreuses et constantes révolutions. Mais c'est un droit qui est immoral dans un tel cas. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a tant de révolutions que les partisans d'un régime se réfugient dans une ambassade d'un autre pays et obtiennent ainsi l'immunité. Même Fidel Castro n'a pas touché aux anciens amis de Batista, qui se sont réfugiés en République dominicaine. Ils pouvaient émigrer. Il s'agit là d'une sorte d'assurance vie. Le droit à l'asile est sacré. Et il y a autre chose qui est très importante. Dans ces cas, l'Interpol ne collabore pas. Elle a déclaré que les crimes commis sous le régime nazi sont de nature politique et qu'elle ne se mêle pas des affaires politiques. On peut imaginer qu'à la rigueur des anciens nazis veuillent défendre leurs amis ou des criminels comme Mengele, mais ce réseau semble être aussi constitué de gens plus jeunes. Est-ce possible ou imaginable? Je vais vous raconter quelque chose. Le 20 avril 1978 a eu lieu dans les environs de Sao Paulo une fête d'anniversaire. L'anniversaire d'Hitler. Et par le journal do Brasil, j'ai eu des photos et j'ai reconnu un ancien commandant qui a tué la bagatelle de 250 000 personnes, Gustav Wagner. Or, j'ai appris beaucoup plus tard que cette fête fut organisée par un certain Bussert, le même homme qui a donné refuge à Mengele. Das ist derselbe Mann, bei dem Herr Mengele gewohnt hat. Il existe donc tout un réseau. Il existe un réseau, et surtout au Brésil. Pas uniquement à Sao Paulo, mais aussi dans la ville de Paraná et à Rio Grande do Sul, où existent les anciennes colonies allemandes formées par des immigrants allemands avant la Première Guerre. Lange vor dem Ersten Weltkrieg gekommen sind. Mais pourquoi ces gens sont-ils prêts à prendre de tels risques pour des criminels?
Je présume qu'on les paie bien. La police brésilienne enquête actuellement pour savoir comment et par quels moyens les familles Stammer et Bussert ont pu acquérir des fermes et des maisons, par exemple. N'est-il pas dommage que toute cette histoire se déroule comme un roman policier? Quand le roman sera terminé et qu'on aura trouvé la réponse, on oubliera ce que le criminel Mengele a fait. Oui, en effet. Je suis engagé dans cette affaire depuis juin 1959. Nous avons trouvé cet homme sous un faux nom, Helmut Gregory, médecin pratiquant à Buenos Aires. Nous avons mis la justice allemande au courant et elle a demandé l'extradition. Bien sûr, les Argentins ont renseigné Mengele très vite. En septembre, il a quitté le pays pour le Paraguay. Un mois plus tard, il a obtenu la nationalité du Paraguay. Et ce qui est arrivé depuis est un scénario parfait, car tout s'est déroulé en moins d'une semaine. Weil alles hat sich abgespielt innerhalb einer Woche. Also vorgeschrieben. Donc un scénario réglé d'avance. Oui, le 29 mai, le procureur Klein reçoit une lettre d'un Allemand dans laquelle on dit qu'un nommé Sedlmayr est mêlé à l'affaire. Le 31 mai, on fait une perquisition et on trouve, comme par hasard, la correspondance de la famille Bussert sur Mengele dans une armoire. Die Korrespondenz mit der Familie Bussert über Mengele. Also fast zu perfekt, Donc tout cela est trop parfait pour vous. Ja, ein Moment. Oui. L'affaire se déplace ensuite à Francfort, où le 2 juin, le procureur demande par le biais de l'ambassade allemande que la police brésilienne s'en occupe. Le 5 juin, c'est le commissaire en chef Thomas qui prend l'affaire en main. La famille, là-bas, révèle tout. Nous constatons qu'il s'agit de Mengele. On conduit le commissaire au cimetière et on lui dit « Voici son tombeau ». Le 6 juin, on annonce la nouvelle publiquement. Il s'agit là de liens établis par la famille qui désire se débarrasser de Mengele. À présent, nous savons que le fils est rendu là-bas après sa mort présumée en 1979. Il a tout enlevé ce qui restait de son père, puis il s'est tu pendant 6 ans. Bien sûr, d'après la loi allemande, il n'est pas tenu de témoigner, mais il est responsable moralement, selon moi. Cela vous laisse donc insatisfait? Je ne peux pas accepter ce que le fils a dit dans la déclaration, alléguant son profond respect et sa sympathie pour les victimes. C'est cynique et inacceptable. Il existe d'autres cas semblables dans l'histoire. Nous savons que la première femme de Mengele, la mère du fils, quand elle a appris les agissements de son mari, a divorcé. Elle n'avait jamais été à Auschwitz, mais elle ne voulait plus rien savoir de lui. Elle n'a pas attendu 40 ans. Et voilà, le fils, 40 ans plus tard, pendant lesquels il n'a pas parlé, sachant très bien où se trouvait le père, l'ayant visité plusieurs fois et ayant reçu Mengele en Europe, lui apportant de l'argent, déclare aujourd'hui que l'histoire a été vendue à un magazine et le profit sera versé aux victimes. Je suis fortement tenté de suggérer aux victimes de ne pas accepter cet argent, car il ne provient pas d'un fonds de secours quelconque, ni de l'État allemand, mais de la famille, car c'est elle qui vend son récit. C'est de l'argent maudit. Dernière question. Vous m'avez dit avant l'interview que vous ne vouliez pas parler du Canada. Pourquoi? Depuis 20 ans, j'envoie des informations au Canada, parfois par l'ambassade canadienne de Vienne, parfois directement au procureur général. Des informations sur des gens qui ont commis des crimes de guerre et qui vivent au Canada. À l'exception d'un cas, le cas Rauka, qui n'était pas mon cas, rien ne s'est passé. J'ai beaucoup d'amis au Canada, même parmi les Ukrainiens.
Le Canada est pour moi un pays démocratique et je trouve intolérable qu'un pays démocratique qui était en guerre contre l'Allemagne nazie permette que de tels gens vivent librement. L'équivalent d'une demi-division ukrainienne de la SS vit au Canada. J'ai envoyé une liste en septembre dernier de 218 officiers SS qui étaient des Ukrainiens et j'ai dit, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce que ces gens ont dit quand ils ont immigré. Jusqu'en 1953, quelqu'un qui était membre de la SS ne pouvait pas entrer au Canada. Ceux qui sont arrivés plus tôt sont en situation irrégulière. Peut-être que cette fois-ci vous serez entendu. Merci.